BFM Business. 6h, 9h, Sébastien Poinon réveille la planète éco. Good morning business. Allez, on finit la semaine en beauté avec Paul-Emmanuel Reifers. Donc on parle de la mode. Vous êtes président fondateur de Mazarine. Bonjour. Bonjour. On sort de la semaine de la haute couture et de la Fashion Week des hommes. Je représente votre groupe, donc Mazarine, fondé par vous-même. Vous êtes le fondateur de ce groupe qui a plus de 20 ans maintenant. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Vous êtes 350 salariés. Groupe de communication dédié à l'art, la culture, au luxe. Ce sont vraiment vos trois segments et vos trois dadas. Ce sont vraiment, c'est ce qui vous passionne à l'origine quand vous créez Mazarine il y a 20 ans. Tout à fait, c'est le début de Mazarine, c'est d'abord un rapport à l'art et à la création. Et comment exprimer ça si on est en même temps entrepreneur et qu'on veut créer une entreprise en alliant ses passions, c'était de développer ça dans l'univers du luxe et des marques premium. Développement par acquisition, et depuis 3-4 ans, vous vous retrouvez du coup, à travers l'une de vos filiales, l'un des premiers organisateurs, voire la première agence de salons qui organise les salons, enfin les défilés de mode en France. Oui, tout à fait. Avec La Mode en Images, qui est une agence exceptionnelle qui crée et qui organise des défilés de mode, on est la première agence d'organisation de défilés de mode. On ne peut pas dire la première parce que c'est jamais élégant, mais on fait partie des 3 premières. On intervient avec presque... C'est jamais élégant. Oui, c'est vrai que vous avez vos codes, les codes un peu à part du haut de gamme, du luxe. Là. Il n'y a jamais de premier, il y a toujours des agences leaders, il faut des marques pour tout le monde. Il y a des sensibilités différentes en fonction des créatifs. On travaille avec des artistes. On travaille aussi avec des gens qui nous choisissent et on ne peut pas travailler avec tout le monde. Et quand on est numéro 1 à Paris, est-ce que ça se duplique à Milan, à New York? Quand on est numéro 1 à Paris, ce qui est bien, on travaille déjà avec beaucoup de marques françaises et de marques internationales. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'exporter le savoir-faire français à l'international. C'est ça qui nous préoccupe, c'est comment exporter une part de la culture française, une part du savoir-faire français en Chine, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, parce que ce savoir-faire nous est extrêmement reconnu en France. Et vous citez la Chine à dessein. Alors c'est un pays que vous connaissez depuis quelques années, sauf que vous décidez d'accélérer. Vous allez d'ailleurs nous expliquer, mais vous venez de créer une JV il y a quelques semaines là-bas pour exporter ce savoir-faire que vous évoquez, cette French Touch. Mais il faut absolument donc créer une JV sur place, être présent en Chine pour grossir, sinon c'est même pas la peine. Oui, aujourd'hui c'est plus la peine. C'est-à-dire que c'est totalement incontournable. Pourquoi ? Parce qu'on est totalement porté aussi par les marques françaises, les marques de luxe qui s'exportent là-bas, qui de plus en plus deviennent importantes. Oui. Donc les marchés locaux s'organisent. Vous avez des équipes aussi locales pour les marques avec qui nous travaillons, qui sont totalement organisées sur place. Et c'est difficile pour ces marques qui connaissent leur marché local de se dire on va travailler avec une agence qui a des milliers de kilomètres, qui est située juste en France, parce qu'elle ne comprend pas notre marché. Ça, c'est la première chose. Ce qui est aussi important, c'est que vous avez aussi beaucoup d'opérations locales, événementielles, réseaux sociaux, et si vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Donc ça, ce qui est important, c'est d'exporter notre savoir-faire, tout le savoir-faire français qui fait que ces marques de luxe sont à ce niveau de qualité et d'image, et de travailler aussi avec les personnes locales pour comprendre ce que les Chinois attendent justement de ces marques, pour mieux les percevoir. Et alors c'est très différent, là vous repartez from scratch ou non, quelque part sur ce segment-là, du haut de gamme, du luxe, de la mode, on retrouve quand même... Le monde s'internationalise complètement. Oui. Tout le monde veut petit à petit la même chose, avec des différences bien sûr légères locales, mais le monde devient totalement international grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias. Donc un Chinois veut petit à petit... toutes les marques du luxe. Donc ce qui est important, c'est justement, c'est assez facile de commencer. Ce qui est compliqué, c'est de travailler localement avec et de pouvoir justement arriver à implanter localement ce savoir-faire. Bon, quand vous dites localement, d'ailleurs, c'est vraiment sur place. Vous êtes quelques dizaines de personnes là-bas, à travers cette JV. Pékin, Shanghai, Macao et Hong Kong. Vous dites donc être sur place, c'est aujourd'hui incontournable. Et vous les accompagnez, là, vos clients, sur tout le spectre. Donc, vous avez cité réseaux sociaux, publicité évidemment, design, RP, événementiel. Bon, votre cœur de métier, là, est-ce qu'il y en a un d'ailleurs chez Mazarine? Notre cœur de métier, c'est le luxe. En fait, toute la communication autour, ce sont des moyens pour justement accompagner les marques de luxe en local. Et l'idée de s'implanter là-bas n'était pas de dire simplement on fait une agence événementielle, c'était plutôt on duplique un Mazarine en Chine. Et si on a pu le faire, c'est qu'on a trouvé un partenaire chinois qui a souhaité faire ce partenariat. Il nous a dit, moi, je ne veux pas faire que l'événementiel en Chine. Je pense qu'il y a tout un savoir-faire à développer en Chine et je veux le faire avec le digital, avec la publicité, avec l'événementiel, avec le design. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va là-bas pour travailler avec les marques chinoises, pas simplement pour travailler avec les marques françaises. De plus en plus, les Chinois veulent créer des marques de luxe, veulent créer de la valeur ajoutée, une augmentation des salaires. Il y a aussi un sentiment d'appartenance chinois très fort, il y a une culture très forte, ils veulent avoir leur marque de luxe.
luxe. Donc c'est extrêmement important pour eux maintenant de pouvoir communiquer comme les marques de luxe. Donc de développer ce savoir-faire là-bas localement. Bon, vous êtes très en pointe sur le digital depuis quelques années. Qu'est-ce qu'on dit à ses clients, à Cartier, Vuitton? Faut y aller à 200%, notamment sur les réseaux sociaux. Faut juste mettre un orteil, être un peu présent sur Facebook, un peu sur Twitter. Enfin, comment vous les conseillez là? Toutes les marques de luxe sont à 200% sur les réseaux sociaux, sont à 200% sur le digital. C'est l'avenir. Ouais. Ce n'est que le début, ça va accélérer avec notamment sur la mobilité. Surtout, c'est un moyen extraordinaire de pouvoir s'exprimer pour une marque de luxe. C'est pas forcément l'impression qu'on a, notamment sur l'e-commerce. Là, on n'a pas l'impression que c'est si facile que ça de commander le sac, la montre à 5 ou 10 000 euros. Ça devient de plus en plus facile. En fait, la problématique de l'Internet et l'e-commerce, ce n'est pas une problématique de marque, c'est une problématique de culture du consommateur. Aujourd'hui, les consommateurs de luxe deviennent de plus en plus jeunes. On parle des Chinois, les consommateurs de luxe, ils ont entre 25 et 40 ans. Dans les pays européens, ils ont entre 35 et 50 ans. Un consommateur de 25 ans, il est sur le digital, il est toute la journée sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus, on s'habitue à avoir des commandes à 5-10 000 euros sur Internet. Donc c'est un mouvement culturel qui se développe et les marques vont suivre parce que bien évidemment, le travail sur Internet se développe, l'image se développe sur Internet et petit à petit, on s'habitue à consommer de plus en plus fort. Alors, ça se démocratise certes, hein, là, pour le coup on sera tous d'accord, ça nous est tous arrivé, non? C'est pas ce que vous avez dit? Je ne dirais pas que ça se démocratise. Le luxe, c'est pour chacun d'entre nous s'offrir une part de rêve. Donc tout le monde a le droit à sa part de rêve. Voilà, c'est plus accessible. Quand je dis ça se démocratise, c'est pas descendu d'un cran, c'est qu'on y a le droit d'une manière ou d'une autre. Oui, on peut acheter un parfum à 50, 60 euros, c'est déjà du luxe, et ça on peut tous le faire. Tout à fait. Vous êtes d'accord? Justement, là, pour prendre un exemple, pour préparer votre entretien, je regardais une de vos publicités là, sur votre site, Mazarine, donc Baume & Mercier, une très belle publicité, comme souvent voilà, on les a dans le luxe, qui coûte très cher, très bien léché. Baume & Mercier, on ne voit pas une seule montre sur une minute. Ce sont que des ambiances, des sentiments, mais on ne montre pas le produit. On ne parle évidemment même pas de prix. C'est-à-dire que vous conservez quand même vos codes là. Ah, complètement. On va montrer la montre dans une page de pub print. Dans Elle, oui. Effectivement, le digital, ça permet. C'est ça la force du digital. C'est que comment résumer toute une marque sur une seule page lorsqu'on a un produit de luxe? C'est très compliqué en publicité. Il faut tout résumer en une page. Donc on ne peut pas tout faire. On ne peut pas parler du produit. On ne peut pas parler de ce qu'il y a derrière. Lorsque vous êtes une marque d'horlogerie, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous ne pouvez pas le traduire instantanément sur une page. Donc les réseaux sociaux, donc le digital, donc le brand content permet de raconter des histoires, d'aller plus profondément dans la marque et de mieux faire comprendre la marque aux futurs clients. Vous êtes acheteur d'une montre, vous avez besoin de savoir ce qu'il y a derrière, vous allez sur Internet et vous renseignez, vous cultivez, vous rentrez dans la marque. Et vous apercevez aussi la valeur de la marque. Ce qui est important aussi, c'est que derrière, il y a un savoir-faire. C'est ça la force du luxe, c'est pas de vendre, c'est un produit où derrière, il y a une vraie valeur de création, une vraie valeur de design, une vraie valeur de fabrication. Et ça se retrouve sur Internet. Et est-ce que malgré tout, dernière question, Paul Emmanuel Reifers, l'absence de croissance, la récession et aujourd'hui l'absence ou la croissance molle, même la crise que connaissent les émergents, vous a obligé à bouger un petit peu, à changer quelque chose là, pour vos clients? J'ai créé cette entreprise en pleine crise il y a 20 ans, lorsqu'on était en 1992, et j'ai toujours été habitué à me dire qu'en pleine crise, c'est là qu'on avait les meilleures opportunités pour grandir. Ça nous oblige à réfléchir, ça nous oblige à penser autrement et à ne pas rester dans des lignes conformes habituelles. Donc le fait qu'il y ait justement de sentir ce manque de croissance nous oblige à aller plus vite en Chine. Aujourd'hui, on pense déjà aux États-Unis, parce qu'on s'aperçoit que la croissance va être aux États-Unis. Donc ça nous oblige à nous remettre en cause et avancer plus rapidement. Le président fondateur de Mazarine Group avec nous ce matin sur BFM Business. Merci, bonne journée. Merci.